Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Endurance, Abby, Dean et Scott ont découvert une base antarctique déserte et un homme gelé. Nous reprenons alors que Dean et Scott entreprennent de forcer la porte de la réserve. Bonne écoute de l'épisode 2. Fais-moi un petit test de force. Dans ce 95, je pense. 95, tu peux être sûr que t'as. Ok, donc tu vois Scott qui s'arc-boute contre la porte et qui visiblement a du mal à l'ouvrir et... Tu me déçois, Scott. Ce n'est pas comme ça que nous avons trouvé leurs traces. Je suis géographe, pas le bodybuilder. Hein. Prends la hache et je vais... Alors je prends la hache, mais je suis vraiment pas serein. Alors ce que tu fais, regarde. Je te montre. Moi, je vais essayer de pousser, et toi, tu vas essayer de m'aider à grands coups d'épaule, d'accord? Et à deux, on y arrivera mieux, vu que tu n'y arrives pas tout seul. Okay. Donc tu vois que Scott, il a la hache tremblante dans les mains, il te regarde pas du tout, il t'écoute pas du tout. En fait, il a son regard focalisé sur le côté pointu qui fait face à la tête de la hache, en fait. Et il est comme ça, il le regarde, il le fixe comme s'il se concentrait très très fort dessus. Toi, t'arrives, tu donnes un coup dans la porte, fais un jet de force. Ouais. 80 pour 50. Tu donnes un coup dans la porte que tu n'arrives pas à ouvrir. Mm-hmm. Visiblement, de l'autre côté, tu as cru entendre qu'il y a du vent. Mm-hmm. Il y a peut-être même des choses qui gênent. D'accord. Donc, dans ton esprit, c'était la remise, sans doute. Mm-hmm. Mais elle a été percée par la tempête et le vent s'est engouffré, donc c'est pour ça tout s'est effondré, sans doute, et c'est pour ça que tu peux pas y accéder. Okay. Bon, mon petit Scott, au lieu de regarder la hache, tu m'entends pas, là? Tu m'écoutes? Concentre-toi, Scott. Ouais. Oui, docteur. On peut y accéder. Mais on va essayer de faire le tour tout à l'heure. On va choper Abby, on va finir les pièces, et après on va essayer de voir si on peut accéder à la remise de l'extérieur, d'accord? Mais concentré, hein. Tu t'oublies la hache, là, tu l'oublies. Tu fais quoi de la hache? Je lui redonne. Okay, je vais me concentrer sur le fait de vous la redonner, et puis ça va m'aller pour l'instant. Vous voyez. Moi j'en trouve une des 3 portes, là. C'est qui est à côté de la cuisine? Ouais. Tu ouvres cette porte-là, le temps qu'ils arrivent, en fait, t'as ouvert cette porte-là et tu te trouves devant ce qui fait office de salle de douche et de toilette, en fait. Il y a une douche et un toilette. Ok. J'en trouve, je vois ça. Il n'y a pas de lumière et il fait froid dedans. Peut-être 14 degrés. Je fais la deuxième. Donc il rentre à ce moment-là. Ah ouais, mais Donc vous voyez Abby ouvrir la deuxième porte à ce moment-là. Et tu ouvres cette porte-là et il y a 4 lits superposés, une armoire, quelques documents sur le bureau. Je fouille. Enfin, peut-être que je regarde en premier les documents qui sont accessibles et après mon objectif c'est de fouiller et d'ouvrir les tiroirs, l'armoire. Donc Abby rentre dans cette pièce-là. Qu'est-ce que vous faites, Dean et Scott? Moi déjà je vais récupérer une boîte de conserve qui est ventrée et je la mets dans mon sac. D'accord. C'est une preuve donc comme une autre. Ok. Et je vais aller Abby. Abby! Oui, je suis là dans la deuxième porte. T'as trouvé quelque chose? C'est la chambre visiblement, donc je suis en train de fouiller. Scott, on peut peut-être aller à la troisième. Par contre, Abby, si t'as quelque chose, tu cries. Moi, pendant ce temps-là, je suis parti sur l'autre pièce. Et alors vous, là, vous avez trouvé vos pygmées congelés, là? Il fait froid ici. Hein. Pas encore, Abby, mais ça ne saurait tarder. Ah. Il faut qu'on aille à la remise, mais par l'extérieur. Je suis pas pressée de ressortir, hein, je vous le dis. Je préfère pas te laisser seul, Abby. Mais c'est toi qui vois. On va y aller avec Scott. Donc dans la chambre que tu es en train d'observer, Abby, il y a 4 couchages. D'accord. Tu regardes un petit peu rapidement, les couchages sont plus ou moins bien faits, donc ils ont été utilisés. L'armoire, il y a quelques vêtements, quelques affaires personnelles des habits essentiellement. Mais ce qui t'intéresse le plus, c'est le petit carnet que tu trouves dans les affaires d'une des personnes. Tu trouves un carnet de bord que je te transmets. Pendant ce temps-là, Dean et Scott, vous arrivez vers la 3e porte. Tu clenches, Scott, tu étais le premier. Elle ne s'ouvre pas. Je vais essayer de l'ouvrir pour voir si alors il y a un verrou qui est mis visiblement. C'est mécanique. Ouais. Il y a des fenêtres dans les portes ou c'est des portes? Il n'y a pas de fenêtres dans les portes. Donc Dean, tu arrives et tu vois Scott qui se heurte encore une nouvelle fois à une porte. Le docteur, c'est fermé.
Et là, honnêtement, je pense que c'est verrouillé de l'intérieur, puisque je sens le verrou quand c'est le mec qui verrouille, quoi, qui fait son boulot. T'as déjà vu ça, Shining? Allez. Et docteur, si vous nous parlez de films d'horreur alors qu'on est tout seul en Antarctique, ça va pas le faire longtemps. Hein. Parce que les pygmées passent encore, je comprends que ça vous plaise, mais là, le film d'horreur, ça va bien 5 minutes. On est dans le noir, on est tout seul, alors s'il vous plaît, moi je suis pas Indiana Jones. Hein. Non, on va y aller. Mon petit Scott, on va y aller. Bon, je sais que j'ai bien vu que t'as peur des haches, mais écoute, si une porte est fermée, faut qu'on l'ouvre. Donc on va l'ouvrir à un coup de hache. Donc tu veux utiliser la hache? Ouais. Bon alors tu vas faire un test de force en fait. Ouais. Et je vais te donner un dé bonus. Je vais garder le mien, donc 26 pour 50. Tu commences à donner des coups de hache. Tu as de la chance, ce n'est pas une porte en tôle. C'est du bois. Ouais. Et tu arrives à accéder au verrou. En fait, tu passes juste ta main, tu as fait une brèche, tu passes ta main, tu enlèves le verrou et tu peux ouvrir la porte. Ok. Tu rentres, Scott, tu l'accompagnes. Bah oui. Vous pénétrez dans une deuxième chambre, visiblement. Encore 2 fois 2 lits superposés, donc 4 couchages, quelques affaires. Ce qui est notable par contre ici, c'est que il y a le corps d'une personne étendue par terre. Une femme. Je lâche l'âge direct, en fait, je vais courir voir si cette personne est encore vivante ou pas, quoi. D'accord. Que fais-tu, Scott? Moi je le vois courir, donc je regarde un peu sur quoi il va courir, puis je vois le corps de la femme. Tu vois que c'est une femme, donc tout de suite tu sais que c'est pas ton pote. Et toi tu te jettes sur le... Ouais, je voudrais checker, tu sais, au niveau du cou, tout ça, voir si j'arrive à choper un pouls ou quelque chose dans le genre. Tu ne chopes pas de pouls. Donc la personne est morte. D'accord. Assez rapidement, tu penses qu'elle était déshydratée. Je vais essayer de la fouiller, quoi, voir si elle a pas un badge ou quelque chose qui pourrait m'aider à l'identifier, quoi. Alors tu trouves un petit peu dans ses affaires, donc tu vois, Scott, tu vois Dean qui commence à retourner la personne, elle est blanche, livide. Tu trouves son petit badge, en fait, au début il devait peut-être avoir des badges, et il s'agit de Nathalie Hewitt. Je trouve que le carnet, moi, dans la chambre. Oui. J'appelle Scott, en fait. Scott! Ouais, j'arrive. Tu vas voir Abby. J'en ai retrouvé une femme là, dans la pièce d'à côté. Vous avez retrouvé une femme? Ouais. C'est-à-dire? Il y a Dean qui est en train d'inspecter le cadavre d'une femme. D'accord. J'ai cru comprendre que tu cherchais un pote à toi. Comment il s'appelle? Ouais, c'est Peter. Pete Comment? McAnish. Ok, parce Pourquoi que t'as des nouvelles? en fait, en fouillant dans la chambre, j'ai trouvé un journal de bord de John Shears. Et il cite quelques noms. Et visiblement, donc le journal confirme bien que la réserve derrière la cuisine a été détruite par la tempête. C'est pour ça que c'est gelé. Il y a quelqu'un qui est mort lors de cette destruction. C'est William Snow. Et il y a 2 personnes qui sont parties de la station pour l'île de l'éléphant en motoneige. Et c'est Blake et Maurice. Donc j'ai pas trouvé le nom de ton ami. Oh putain. Mais visiblement, ils ont l'air d'avoir d'avoir joué que de malchance parce que le journal a commencé le 23 juin, il se termine le 5 juillet. Et ils sont arrivés, ils ont un peu foré, il y a eu une tempête, ils ont perdu des vivres assez rapidement. Et aussi, ils ont eu des difficultés du coup avec le groupe électrogène. Et finalement, la priorité, ça a été rapidement de survivre. Donc leur recherche a été écourtée par la tempête. Donc c'est normal qu'il y ait des conserves éventrées et que cette pauvre femme soit morte de déshydratation. Mais je ne sais pas qui est l'homme. Il y a rien qui fait mention d'un Peter. Non. Dean, toi, pendant ce temps-là, donc tu as vu que la femme était morte, qu'elle s'appelait Nathalie Hewitt, et tu n'as rien d'autre de notable dans la pièce. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à sortir le corps. Ok. Et je vais l'emmener vers le SAS. Parce que, voilà. Je me dis que au pire, si on reste piégé une semaine ici, il est hors de question
qu'on reste avec un cadavre qui pourrait nous pourrir dans les pattes, tout ça, donc dehors ça conservera mieux. Ok. Donc vous entendez du bruit dans la salle, dans la pièce d'à côté, Abby et Scott. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous entendez une espèce de remue-ménage un petit peu. Donc en gros, il reste plus qu'à prendre le motoneige et... Mais t'as une carte, Scott Enfin, en même temps, c'est la tempête, on va pas y arriver. Ah oui, tiens, j'ai une carte, c'est vrai. Donc je mets, je sors la carte de mon pactage et puis je la mets sur, je pousse les trucs qu'il y a sur la table de la cantine et puis je regarde. La mer de Vedel, c'est une grande mer qui est gelée, quoi, en fait. Mais l'île de l'éléphant, on la voit. Ah oui, tu peux la situer sur le truc, mais tu sais pas où tu es actuellement. Tu sais pas exactement où tu es. Tu sais que tu es à peu près à cet endroit-là. Tu sais pas avec précision où tu es. Et avec la tempête, pour faire le point, ça va être compliqué. D'ailleurs, en mettant la carte sur la table, vous voyez Dean, et toi aussi, tu vois Dean, Abby, qui traîne un corps jusque dans le sas. Scott, remontez, aide-moi. On va la virer dehors. Ouais, je m'exécute. Bah, je sais pas, un peu de respect, quoi. Enfin, si c'était votre fille... Le truc, c'est que si elle se réchauffe, on n'a pas le choix. Visiblement, on avait plutôt des problèmes d'électricité. Je pense que ça va plutôt se refroidir qu'autre chose. J'ai une théorie sur la mort de cette femme. Mais d'abord, il faut qu'on... Ah oui, c'est quoi? Je vous le dirai après, écoutez. Scott, viens m'aider, s'il te plaît. C'est encore ces histoires de pygmées, je le fous dehors et je le laisse. Je cherche une chaise pour m'asseoir. Tu t'assois sans problème. Et je commence à écrire dans mon carnet ce qui vient de se passer, en fait. D'accord. Tu tiens On un a journal découvert, que Dean, il a des propos bizarres sur les pygmées, qu'il veut mettre un corps, la femme, machin. J'écris tout, en fait. Ok. Pour essayer de t'apaiser en même temps, de rationaliser, de mettre tout à plat. Bah, m'apaiser, je flippe un peu parce que je trouve qu'on a trouvé quoi? 2 membres de l'équipage? Je sais pas, je sais même pas combien ils étaient. On devrait savoir ça, combien ils étaient à la base. Parce qu'on est quand même parti là-dedans. Tu sais qu'il y a un planning Même qui l'endroit fait où on est. quoi sur le frigo. Ah ouais, bah, je vais voir pour essayer de marquer tous les noms D'accord. dans mon carnet pour voir combien ils étaient. Rayer en disant, je sais plus comment elle s'appelait là, Sabrina Bidule, morte déshydratation. Ok. Un homme en croix dehors. Enfin, Je vais te dire tout ça. Voilà. Scott, tu accompagnes Dean, vous rentrez dans le sas, vous refermez la porte, vous êtes dans le sas, vous sortez dehors. Ouais, et après, je pense faire quelques mètres avant de bazarder le corps, quoi, Ok. en pleine tempête, quoi. Moi, j'en profite un peu s'il y a moyen de checker les motoneiges. Toi, donc vous sortez, vous bazardez le corps, pas du côté des motoneiges, si du côté des motoneiges. On le laisse juste dehors, quoi. C'est juste Ouais, histoire à de pas quelques l'avoir. mètres, De toute façon, le froid, ça va le conserver. D'accord. Par contre, je garde bien le badge. Garde le badge. Et vous allez voir les motoneiges, c'est ça? On fait peut-être une petite minute de silence. Enfin, peut-être pas une minute parce qu'on se les pèle, mais petite prière vite fait. Non, je sais pas. Non. Moi, je suis pas dans les mendieuseries, tu sais. Ah, moi non plus, mais bon, ça peut l'aider à pauvre. Un petit. Je fais donc, je bricole une petite prière vite fait, histoire de marquer le coup, on va dire. Et puis voilà. Puis je vais vers les motoneiges. Bon, tu vois qu'il y a 3 motoneiges, chacune peut recevoir 2 personnes. Bon, on retourne à l'intérieur. Ok, tu raccompagnes Dean. Ouais, moi je presse le pas parce que. Vous rentrez dans le sas, vous refermez, vous rouvrez un petit peu vos manteaux, je sais pas si vous les enlevez. Ah ouais, moi en fait, une fois que j'ai passé le sas, genre, une fois dans le sas, moi Tu t'enlèves ton manteau, ouais, tout voilà, ça. ouais. Scott, Non, moi je le garde quand même, on sait jamais si ouvert, c'est ça. Et vous retournez dans la pièce, et à ce moment-là, vous voyez Abby qui est en train d'écrire dans son carnet. Alors, Abby, tu as repéré qu'il y avait 8 membres d'équipage, 8 membres de l'expédition. Une spécialiste en mer de glace, Nathalie Hewitt, un météorologue, William Snow, un géographe, Peter McAnish, Joe Leaks, le chef d'expédition John Shear, James Blake, Tim Jacobs et Paul Morris. Qu'est-ce que tu fais de beau, Abby? Tu vois, j'écris. Et puis j'ai fini d'écrire, non? Oui. Je ferme le carnet. Je fais le point sur les membres d'équipage. Puisque un de nos objectifs, c'est quand même de savoir ce qui leur est arrivé. Et grâce à ce qui est écrit sur le frigo, j'ai trouvé tous les noms. Et j'ai croisé aussi avec le carnet de bord du chef de l'équipe
pour faire le point sur ceux qui sont décédés. Donc, Nathalie Hewitt, visiblement la seule femme de l'équipage que vous avez trouvée. William Snow, dans le carnet de bord, qui est mort dans la réserve. Ils étaient 8 en tout. Donc, je trouve ça intéressant de les retrouver, enfin de faire le point, quoi. Ah, surtout que je suis sûr que si on les retrouve, on retrouve les tribus, les tribus boréales, c'est obligé. Parce que c'est ça qu'ils cherchaient, à votre avis? Non, mais ils sont tombés dessus. Qu'est-ce qu'il dit votre journal là? Vous êtes un journal, il dit quoi? Il dit pas grand chose justement. Je l'ai passé à Scott, mais visiblement ils sont arrivés, il y a eu de la tempête, ils ont foré, ils ont arrêté, ils ont perdu toute la bouffe et puis ils sont partis chercher de la bouffe. Non, parce que moi je vous dis. Il aurait rêvé que des merdes. Donc, moi je suis sûr d'une chose. Nathalie Hewitt a vu un membre de la tribu. Pourquoi? Elle s'est enfermée dans sa chambre. Est-ce que l'un de vous s'enfermerait dans sa chambre au point de se déshydrater? Moi pas. Sauf si je croise quelque chose d'inconnu. Et je pense qu'elle a vu un membre de la tribu boréale. Je regarde Scott intensément quand même. Hein. Ouais, moi je regarde Abby intensément aussi. Genre on se comprend. Bon, et si on faisait quelque chose de productif Eh bien allons à la remise. Y a rien sur un mot de passe informatique Ouais, non, j'ai essayé aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la remise a été arrachée par le vent. Enfin, il y a eu ouais, c'est ça, elle a été détruite, c'est pour ça que c'est glacé. C'est pour ça qu'on n'a pas réussi à le Ah, c'est pour ça. Derrière, il y a tout le... Vous avez pas très chaud. Même avec vos manteaux, vous sentez que dans la pièce, il fait pas chaud. Est-ce que ça vous dirait pas sinon d'aller... Trouver la chaufferie. Voilà, de checker un peu la chaufferie, on va... La chaufferie. Bah, si on n'est pas mort de froid, c'est qu'il y a forcément une chaufferie. Donc, Parce qu'on se Bah, t'as lu le carnet de bord, il parle de... Mais j'ai pas tout lu. Parce qu'on va finir par se pemer les meules, je pense. Je lis. Nous utilisons le groupe électrogène à pleine puissance pour maintenir une température agréable dans le campement. Ah, autant les vérifier. Donc vous ressortez tous les trois à l'extérieur. Vous vous habillez, évidemment. Vous ne prenez pas vos sacs, je suppose. Non. Puis... Si, tu prends ton sac. Ah, moi, je garde tout sur moi, en fait. Tout le temps, ok. Ouais, parce Ouais. qu'on Ah, n'est moi, pas à non. l'abri que la tempête et tout. Pas du tout rassurée. Tu prends ton sac, toi? Pareil, parce que tu te perds très vite en pleine tempête. Hein, donc, Ouais, lui, il a 15 kilos de bouquins, alors... Ouais, non, moi je prends pas mes bouquins, moi. Tu prends quoi? Je vais juste prendre vraiment le strict minimum, quoi. Donc si je peux trouver déjà, on va dire, un couteau dans la cuisine, je vais prendre ça, et après, j'ai mes petits camarades pour m'éclairer. Il y a des donc, couteaux à dépecer les bêtes dans l'armoire, là. Mhm. Il y a la hache par terre, il y a des fusils. Tu prends un couteau de cuisine? Ah, ou sinon, oui, la hache. Je vais prendre la hache. Tu prends la hache. Parce qu'au cas où il y a un membre de la tribu boréale qui vient. moi, je pense que je vais embarquer un fusil quand même. Tu embarques un fusil. Ouais, parce que c'est Donc pas tu prends un très- fusil, tu prends Scott, tu prends la hache Dean, et toi, Abby, t'as ton couteau à dépecer qui est dans tes affaires. Donc vous tournez à gauche, vous passez devant les motoneiges qui sont là, vous continuez à avancer. Et avant d'arriver à la réserve, vous tombez sur un homme une forme humaine en tout cas, qui gît dans la neige. Je cherche son badge pour voir si c'est William Snow. Donc tu retournes le camp. Tourner pour voir qui c'est. Donc vous mettez tous les trois... Je touche les vêtements, par contre, j'ai des gants et tout, hein, je touche Ouais, pas ouais. sa peau. Vous tournez le corps, et quand vous le retournez, vous découvrez avec effroi que son abdomen est déchiré, que ses entrailles ont été comme dévorées. Sans doute une attaque animale, mais assez surprenante ici. Impossible de dater la mort avec le froid qu'il y a. Par contre, il a un rictus hideux sur le visage. Vous allez me faire un jet de santé mentale. 70 pour 50. 25 pour 45. 75 pour 45. Abby, toi, quand tu as vu le corps de l'homme, et son regard, ça te faisait penser à le regard de Marie. Le même regard apeuré, affolé. T'essayes d'évacuer assez rapidement le souvenir que tu as et de reprendre tes esprits, et préférant à la limite fixer les entrailles de l'homme pour essayer de comprendre plutôt que croiser son regard qui t'a peur énormément. Scott, ce qui t'inquiète, c'est que tu sais que avec ces températures actuellement, il n'y a pas beaucoup de vie animale, mammifère, terrestre capable de faire ce genre de choses qui est envisageable ici.
Dean, tu es assez horrifié par ce que tu vois, car tu y vois une trace de morsure et d'éventration. Tu n'es pas un spécialiste des animaux, mais tu as l'impression que la créature a dévoré, l'animal a dévoré les entrailles de l'homme. Tu te rappelles que il y a des tribus qui parlaient de créatures légendaires, qu'il s'agirait de créatures ou d'espèces d'humains cannibales qui seraient transformés en mi-homme, mi-animal, tu ne sais pas trop. Il y a des chamans de ces tribus qui en parlaient. Ils appelaient ces êtres Wendigo, tu crois. D'accord. Et réalisant cela, et tu as très très peur. Tu sens dans tes organes une peur vive de nouer les intestins. Ok. Qu'est-ce qui est arrivé là vous avez des notions peut-être vous de médecine, je sais pas là, c'est son ventre là, c'est qu'est-ce qui s'est passé à votre avis Ils m'ont tous pris pour un fou. Mais je le savais, les tribus boréales. Ils sont cannibales, c'est vrai. J'y croyais pas, mais finalement si, ils le sont. Mais ils existent. Quand j'ai retourné à Cambridge, je vais tous leur faire fermer leur gueule à ceux-là. Ils vont croire maintenant. Et là, je commence à sortir l'appareil photo de la poche et je vais commencer à prendre des clichés. T'essayes de prendre des clichés. Voilà. Vous voyez Dean complètement habité, en fait. Il essaie de surmonter sa peur parce que t'as entendu sa voix chevrotante un peu, tu vois, trembler. Et tu vois, même quand il prend son appareil photo, il tremble, mais il essaie d'exulter en même temps de joie. Il est un peu possédé, en fait, par sa théorie, comme vous avez vu auparavant. Scott, est-ce que tu veux faire quelque chose? Moi, je vois Abby qui s'assoit, du coup, je la relève. J'ai comment ça s'appelle? J'ai Dean qui me met un peu le stress et du coup, ça me rappelle un peu qu'on est en pleine tempête. Du coup, je vois Abby qui est par terre. Je fais relève-toi. Reste pas comme ça, sinon tu vas. Ouais, t'as raison, il fait encore plus froid dans la neige. C'est sûr, ça d'ailleurs. Je me ressaisis et je cherche s'il y a un badge sur le mec. Il s'agit de John Cheer. Ah merde. C'était le responsable de l'équipe. J'avance, moi. Je pense qu'il est complètement barré. Je vois que Scott, il écoute. Moi, je vais voir si on peut trouver de la bouffe, parce que nous aussi, ça va être, mais à mon avis, j'ai pas beaucoup d'espoir, mais je veux quand même vérifier. Ok, donc Abby commence à avancer. Moi, j'ai surtout froid, donc je me dis, bon, t'as Dean qui est en train de faire ses photos. Je suis bon, allez, on y va. Tu suis Abby. Ouais. Ok, Dean. On est littéralement en train de mourir. Je pense qu'au bout d'un moment, je me rends compte que je suis tout seul, donc je me ressaisis un peu, je range mon appareil photo tant bien que mal, et je vais retrouver... Tu reprends ta hache, ouais. et tu les rejoins. Vous avancez autour de l'espèce de campement, en suivant tant que faire se peut les différents conteneurs, et vous arrivez évidemment à la réserve. La réserve, donc vous voyez au passage le radar qui s'est fait complètement exploser, et vous arrivez à la réserve, et elle a été éventrée, la réserve, par la tornade visiblement. Il y a des caisses qui étaient là, qui sont percées, ouvertes, vidées, avec encore des traces des boîtes de conserve éventrées. Là, vous avez tous conscience que les boîtes de conserve ont peut-être été arrachées, déchirées par une espèce de créature qui aurait agressé Sheer. Et vous voyez aussi le corps gelé d'un homme. Je cherche ce badge, je pense que c'est William Snow pour le coup. Tu as confirmation qu'il s'agit de William Snow. Okay. Et en fait, vous le voyez, la jambe démise complètement. Les caisses se sont effondrées sur lui en fait en même temps qu'il était dans la réserve, sans doute au moment où il y a eu la tempête. En fait. Il devait être dans la réserve au moment où la tempête est arrivée. Ok. Moi, je fais le chemin inverse. Donc, je vais pas de l'autre côté. Ouais. Je fais le chemin inverse pour rentrer dans le truc. D'accord. Et je cours. Okay. Et après, je vais faire un truc. Si je suis dedans et qu'ils sont dehors, D'accord. Donc, tu commences à courir vers l'entrée. Vous voyez Abby qui court vers l'entrée. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes devant la réserve là? On n'a toujours pas vu le groupe électrogène. Scott, allons retrouver le groupe électrogène. Allons-y. Donc vous continuez vous de l'autre côté pour chercher ce groupe électrogène, armé de ton fusil, armé de ta hache,
Et vous y allez. De Shir que tu ne regardes même pas, tu n'as qu'une hâte en fait qui t'habite. Et tu cours et tu passes le sas, tu refermes la porte, tu rentres, tu te découvres même pas, tu rentres dans la messe pour pas avoir froid. Tu saisis ton sac et tu le poses sur la table du mess. Donc je rentre dans le sas, enfin le grand conteneur, et en fait j'ai vu que Dean avait laissé ses bouquins. Et en fait moi je le connaissais pas, ce type. C'est un universitaire de Cambridge. Il était intéressé par mes pièces. Voilà, je pensais que c'était un anthropologue ou je ne sais quoi, mais depuis le début, il tient des propos quasi presque incohérents et on va dire, pour être gentil, fantaisistes. Et par contre, je me dis deux choses. Soit je vais essayer de feuilleter. Je vais feuilleter ces bouquins rapidement avant qu'ils reviennent pour voir un peu le niveau du gars, parce que voilà. Et je me dis, dans ces recherches farfelues, est-ce que par hasard je tomberais pas sur une image de ma statuette? Ok. Donc tu cherches un petit peu. Et c'est un homme qui est réputé, hein, donc. Mais il a eu plein de théories sur des civilisations antédiluviennes, des civilisations primitives, donc il s'intéressait aux Atlantes, aux habitants du continent de Mu, des civilisations très 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 éloignées, parce qu'il est persuadé de leur existence. Alors seulement, pour étayer ces théories, il a peu de preuves à amener, et les rares preuves qu'il amène à chaque fois, faut vraiment chercher dans le sens qu'il veut pour faire coller la preuve, en fait, si tu veux, mais on n'arrive pas tellement à les démonter rapidement, mais on n'arrive pas à les confirmer rapidement. Et si tu veux, il est tellement possédé par ses théories, tellement frénétique, comme tu as pu le constater, qu'il s'est décrédibilisé aux yeux de la société des universitaires de ce genre de recherche, des anthropologues, et en fait, il est un peu mis au banc de cette société-là. Donc en fait, on le prend pour un farfelu qui a des idées farfelues. Néanmoins, quand tu feuillettes ces bouquins, tu trouves pas de traces de ta statuette. Par contre, tu trouves d'autres traces, d'autres civilisations avec d'autres statuettes bizarres. Et finalement, là où tu le trouvais vraiment complètement barré et complètement un peu même inquiétant, tu te rends compte qu'en fait, peut-être que grâce à lui, tu pourras en savoir plus sur ta statuette, et peut-être qu'en fait, ça peut être plus un allié qu'un ennemi. Pour l'instant, je lui fais pas suffisamment confiance. Je suis vraiment pas bien parce que y a pas de nourriture. Je trouve que c'est de l'amateurisme total, en fait, ce groupe. Je pensais que Scott savait ce qu'il faisait. Je pensais que Dean était un universitaire sérieux. Et jusque-là, il voulait ouvrir une porte gelée, foutre des cadavres dehors. J'hésite vraiment. Je sais pas, peut-être je vais faire un G. En fait, je me dis peut-être que ma statuette pourrait m'aider. Et en fait, j'hésite à aller dans le truc des douches pour m'entailler un peu le bout d'un doigt et mettre du sang sur la statuette pour qu'elle me rassure ou qu'elle me donne des visions, qu'elle m'aide. Ok, donc tu sors la boîte de ton sac ou tu y vas avec le sac dans la salle de bain? J'y vais avec le sac parce que s'ils arrivent, je vais. Donc tu vas dans la salle de bain, tu t'enfermes dans la salle de bain? Non, je laisse la porte entrouverte pour pouvoir entendre s'ils entrent. Tu laisses la porte entrouverte, tu sors la boîte, tu prends cette statuette d'ivoire. Cette statuette d'animal incompréhensible, hein, une espèce de corps de crabe avec des pattes et puis une espèce de tentacule sur lequel il se repose. Tu t'entailles le doigt. Tu fais couler un peu de sang. Bon, ça pique un peu, ça tire un peu, mais bon, c'est tout à fait entendable. Les gouttes tombent sur l'espèce de crâne, en fait, ou l'espèce de carapace de la statuette, et glissent tout le long. Tu as envie de le prendre dans ta main à ce moment-là, et de fermer les yeux. Et en fermant les yeux, tu sens comme si c'était un radar ou un guide, comme si c'était une pulsion d'aller vers.
tu ressens une pulsion d'aller vers. Tu vois, t'as des images en flash qui te parviennent. Tu vois de la neige, tu vois des montagnes, mais c'est entouré d'eau et c'est une forte connexion à ton aïeul. J'ai cru comprendre qu'il faut que j'aille sur l'île de l'éléphant, là où sont partis Paul Morris et James Blake. Et comme ça, je pourrais voir aussi s'ils sont vivants ou pas. Et je pose la statue et j'essaie de faire marcher une douche pour la laver de mon sang. Ok. Donc tu poses la statue, tu essaies de faire marcher une douche, t'as un peu de mal, l'eau est très très froide. Tu reprends la statue à ce moment-là et t'as l'impression que le sang, t'as mis très peu de sang, hein. T'as l'impression que la statue a un peu bu le sang en fait. Il reste juste une trace résiduelle. Donc j'essaie de la frotter, de la nettoyer quand même. Puis pour pas qu'il y ait de l'eau, pour pas que ça gèle si je ressors, pour pas qu'après elle éclate. Donc je fais ça, je l'essuie et puis je la range dans sa boîte et je range dans mon sac et je me remets là où j'étais au mess pour écrire ce qu'on a vu là, John Shear mort, éventré. Voilà, je fais le point sur les infos. Ok. Le groupe électrogène. Et en fait, c'est un groupe électrogène habituel. Seulement, il crachote un peu, il est un peu grippé, il marche pas. Et puis en plus, il a été poussé à fond. Donc, il tient. Jusqu'à quand? Tu t'y connais en mécanique thermique et tout ça, Scott? En mécanique, absolument pas. Je regardais juste la jauge, savoir s'il y avait encore du fuel dans le groupe. Ça, éventuellement, je peux le faire. Mais après, de la mécanique pure, je suis géographe. Hein. Ça va être compliqué. Ouais, j'imagine que notre antiquaire, Abby, ce sera le même, est dans le même cas que nous, quoi. Que pour l'instant, ça a l'air de tenir. Le vent est toujours très prenant. À côté, il souffle très très fort. Il semble hurler même parfois. Mm-hmm. Jusqu'à ce que vous entendiez. Ce bruit se rapproche vers votre position. Cours, Scott, cours! Ouais, je cours avec le fusil. Vous partez et rapidement, alors que vous avez fait 2-3 mètres, devant vous se dresse une créature humanoïde qui continue à pousser ses hurlements. Et ainsi se termine cet épisode.